Bienvenue dans ce premier épisode d'Intrusion. Plusieurs objets horrifiques ont su à travers les âges se faufiler dans les brèches de notre existence, et aujourd'hui plus que jamais, les frontières entre mythe et réalité nous semblent floues. Mais alors, comment identifier et comprendre ces manifestations fortuites ? Eh bien, voilà tout l'enjeu de notre programme, car en effet, s'il y a bien quelque chose de fascinant dans l'horreur, c'est bien dans sa capacité à instaurer le doute dans nos esprits. Certaines œuvres nous effraient, mais nous savons pertinemment qu'elles ne relèvent que de la fiction. Leur existence est limitée à leur propre diégèse, à leur propre monde. Mais lorsque nous doutons de la véracité de ce que l'on voit, lit ou entend, la peur prend alors une toute autre dimension, comme si elle tentait de s'infiltrer parmi nous. En doutant de l'existence d'un phénomène horrifique, on finit en quelque sorte par le rendre tangible puisqu'on n'exclut plus sa potentielle matérialité. Et j'aimerais donc me tourner vers vous pour vous poser la question suivante. Quelle serait votre réaction face à un documentaire censé être vrai, mais présentant des esprits et autres phénomènes paranormaux ? Eh bien, pour y répondre, on va s'appuyer sur le travail du réalisateur Koji Shiraishi qui a produit ce genre de film tout au long de sa carrière. Cependant, aujourd'hui nous nous pencherons seulement sur un film ainsi qu'une saga, Noroi et Senritsu Kaiki Files, Koasugi. Senritsu Kaiki Files est une saga composée de 10 longs métrages et environ une dizaine de courts. Dedans, on retrouve le producteur Kudo, qui a sa propre société de production, et à qui sont envoyées des vidéos paranormales. Kudo est un personnage assez avare, vous le verrez, il cherche à produire des contenus toujours plus spectaculaires et inédits. Il part donc avec son équipe rencontrer les auteurs des vidéos pour mener l'enquête, et cela peu importe le danger. Son équipe est composée du caméraman, incarné par Shiraishi en personne, et de Miho Ichikawa, qui d'ailleurs est bien trop souvent envoyé en première ligne. Les Senritsu Kaiki Files sont présentés et construits comme des documentaires, on y retrouve des voix off, des retours sur images, des interviews de spécialistes, mais on va aussi interroger les passants et on fera bien sûr bien attention de flouter leur visage ainsi que de modifier leur voix. Noroi prend lui aussi cet aspect documentaire mais avec un ton beaucoup plus grave, voire peut-être même sinistre. Le film commence en nous annonçant la disparition de l'enquêteur Masafumi Kobayashi, disparition suite à l'incendie qui emportera sa maison et malheureusement aussi sa compagne. Nous apprenons que c'était un enquêteur spécialisé dans le surnaturel et qui a laissé comme seule trace l'enregistrement des origines de sa disparition. Le film introduit plusieurs personnages qui ne semblent pas liés de prime abord. Kana, une enfant au pouvoir télékinésique qui disparaît mystérieusement. Malika, une jeune actrice ayant été témoin de phénomènes paranormaux. Et Mitsuo, un homme semblant souffrir de paranoïa mais aussi de pouvoir télékinésique et qui affirme savoir où se trouve Kana. Nous allons donc suivre Kobayashi dans ses recherches qui, en liant tous ces événements et individus, va finalement tomber sur une piste, un démon ancien nommé le Kadutaba. La base de Noroi et Senritsu Kaiki Files, en tant que film, c'est que ces deux appartiennent à un genre bien précis qui est la J-horror. Si je devais identifier un élément récurrent et spécifique à la J-horror, ça serait sûrement l'utilisation de fantômes et de légendes urbaines. Alors, bien évidemment, ces thématiques ne sont pas propres au Japon, qu'on soit clair. Mais la J-horror compose avec les croyances et les folklores locaux, comme par exemple les yokai, ces créatures héritées du shintoïsme. Ces légendes, autrefois transmises oralement, sont désormais imagées et matérialisées par le cinéma, mais aussi par d'autres médias. Elles servent le développement du récit, mais aussi la transformation d'un imaginaire collectif nouveau. Je pourrais m'en référer à la légende Hanako-san, esprit vengeur que l'on retrouve dans les toilettes des écoles japonaises. Cette rumeur qui s'est transformée en légende urbaine a été source de création cinématographique mais aussi littéraire. Dans Noroi, mais aussi dans Senritsu Kaiki Files,
le réalisateur vient transposer ces récits, anciens comme actuels, en les situant dans un espace contemporain. Le Kagutaba, démon inspiré de mythes animistes, doit être apaisé via un rituel, rappelant les traditions encore présentes lors de festivités japonaises destinées à éloigner les mauvais esprits. Ce démon est cependant une invention de Shiraishi. Il ne vient pas d'un mythe ou d'un folklore précis. On pourrait prêter à cette création l'intention d'inverser la logique. Plutôt que d'utiliser des légendes pour créer un esprit, on invente un spectre, un démon, pour venir créer des rumeurs. Mais ça, c'est juste mon interprétation à moi. Ces esprits deviennent presque anachroniques puisqu'ils se confrontent à une modernité où chaque personne peut potentiellement les filmer et révéler leur existence ou justement leur non-existence. Là où dans la tradition de la passation orale, on se basait beaucoup sur la confiance qu'on avait envers une autre personne ou d'autres personnes, sans nous-mêmes être témoins, ce qui pouvait créer donc ce doute et la création de ces créatures, et bien aujourd'hui, on a l'appareil photo, la caméra ou même le téléphone pour faire disparaître ces légendes, ou justement du coup les faire revivre. Mais paradoxalement, chez Shiraishi, la caméra censée capturer et témoigner de ces phénomènes se voit elle aussi parasitée comme hantée à son tour. Le son grésille et l'image se brouille. La caméra qui normalement devrait matérialiser ces mythes, elle échoue en partie sa mission. Agissant comme un intermédiaire entre l'œuvre, l'écran et nous, elle devient contaminante, diffusant la malédiction jusqu'au spectateur qui voit son écran bugger. S'inspirant de l'horreur Lovecraftienne, le réalisateur propose à son tour une peur qui dépasse la représentation. L'outil numérique, censé capturer le réel, en devient incapable. Là où aucun mot ne semblait exister pour décrire les monstruosités écrites de la plume de Lovecraft, la caméra de Shiraishi ne peut non plus contenir les abominations de son créateur. Mais l'inspiration ne s'arrête pas là. Le récit et les entités locales viennent à être hybridés avec des mythes extraterrestres. Dans Noroi, Mitsuo se couvre de papier aluminium pour se protéger, nous rappelant bien évidemment ce mythe comme quoi on pourrait lire nos pensées, mais le papier aluminium nous protège de ça. Tandis que Senritsu Keiki Files évoque lui des créatures aux origines cosmiques et parfois même nous les montre. Le cinéaste revitalise doublement le folklore japonais, d'une part en le situant dans un contexte contemporain et technologique, et d'autre part en le mêlant à de nouvelles formes d'angoisse, puisant dans diverses sources. Shiraishi n'enterre pas le passé, au contraire, il vient le ressusciter à l'image d'un Frankenstein, composé d'éléments anciens et nouveaux, donnant naissance à une horreur inédite. Chez Shiraishi, la post-production est une des spécificités qui vient le plus remettre en question ma posture de spectateur. Ce qui m'a le plus frappé à la découverte de son cinéma, ce sont les nombreux retours et arrêts sur image. Le retour à des images précédentes vient rompre totalement la linéarité à laquelle le cinéma nous a habitués. Ce procédé vient d'ailleurs de codes télévisuels plutôt que de codes purement cinématographiques. C'est une technique qui n'est pas propre à Shiraishi dans la sphère des films, mais avec les autres éléments que nous avons vus et ceux que nous allons voir, l'ensemble construit la singularité de ses œuvres et de sa vision du cinéma. Le retour en arrière s'impose comme un espace de révélation. Dans ces films, l'horreur est submergée par un flux continu d'images, ne nous laissant même pas le temps de la remarquer. Elle est bien présente autour de nous, mais sans appareil de capture pour en témoigner, elle demeure parfois discrète, voire même invisible. C'est suite à cette captation que l'horreur va se réveiller et se manifester encore plus fortement dans la réalité diégétique.
Le spectateur est invité à être d'autant plus attentif à chaque séquence, à essayer de voir ce qui est caché un peu partout. Notre regard ne va plus se porter sur le personnage qui parle, mais aussi sur l'espace dans lequel il se situe, comme pour signifier qu'à force de chercher ces phénomènes, nous finissons peut-être nous-mêmes par les créer. Après tout, pourquoi s'efforcer à chercher une anomalie si elle se manifeste pas directement face à nous ? Cependant, je dois quand même un peu nuancer mes propos, parce que chez le réalisateur, c'est pas toujours le cas. L'horreur peut très bien venir à nous alors qu'on ne voulait pas la voir, ou même venir nous pourchasser. Mais il me semblait quand même important de mettre en avant à quel point ces êtres surnaturels ne souhaitent pas être filmés et à ce que leur existence reste une sorte de mystère. Aussi, je ne peux m'empêcher de voir l'aspect métaphorique du retour en arrière qui va se construire en parallèle avec les mythes du passé. La caméra, elle déterre le folklore et le réactualise. Peut-être que sans elle, certaines de ces histoires seraient tombées dans l'oubli. À une époque saturée par des images toujours plus spectaculaires, comment ces mythes pourraient-ils survivre sans être filmés ou photographiés, quand bien même ils seraient pourtant présents autour de nous dans notre réalité ? Aujourd'hui, les rumeurs purement orales ne suffisent plus. Le doute, lui, il est permanent dès lors qu'une image sort des carcans de la réalisation cinématographique. Les creepypastas, c'est pour moi un bon exemple. Certaines images et vidéos nous ont fait nous questionner sur leur crédibilité, là où nous catégorisons directement un film d'horreur comme étant de la fiction sans même y réfléchir. Et c'est aussi pour cela qu'utiliser un style documentaire participe à créer le doute. Le cinéma ne fait pas office de vérité, en revanche les objets télévisuels ou bien amateurs ont une plus grande autorité sur le public. L'arrêt sur image fonctionne aussi comme une coupure. Il incite le spectateur à interrompre son visionnage, mettre pause pour analyser un détail suspect, voire à revenir en arrière de lui-même. L'expérience devient alors proactive, presque participative, comme si chacun enquêtait avec ses propres outils. Noroi et Senritsu proposent une expérience semi-participative qui ne repose pas seulement sur le montage, mais également sur la manière dont les images sont filmées. Le found footage est un genre qui se présente comme la découverte d'un enregistrement supposé réel. Très présent dans l'horreur depuis le projet Blair Witch, le found footage comporte plusieurs codes esthétiques récurrents, parmi lesquels on retrouve souvent la prise de vue subjective, autrement dit POV. Si on regarde du point de vue de notre réalisateur, c'est un style qu'il a utilisé pour un grand nombre de ses œuvres, et à raison je dirais. Le found footage plonge le spectateur dans l'intimité de l'œuvre qu'il voit. Il assiste au témoignage direct de l'horreur vécue par le filmant. Cependant, cette subjectivité est ambivalente. L'identification du spectateur, présupposée par le mode d'enregistrement à la première personne, n'est pas totale, puisqu'on assiste à une expérience qui n'est pas la nôtre. Ce type d'enregistrement influence aussi le rapport à l'espace qui est filmé. On ne construit pas les plans comme dans une mise en scène traditionnelle, ici la notion de déplacement se veut bien plus instinctive. Les mouvements de caméra sont dictés par les réactions de celui qui filme par rapport aux événements qu'il vit. C'est lui qui décide où et quoi regarder. Le hors-champ occupe lui aussi une place essentielle dans le found footage, puisqu'il représente à la fois une source d'angoisse, mais aussi un espace de révélation, tout comme le montage chez Shiraishi. Chaque recoin laissé hors du cadre est un potentiel danger, si bien que la caméra va chasser ces zones d'ombre pour révéler leur nature, qu'elle soit effroyable ou non. À ce moment-là, la caméra imite le regard humain jusque dans ses réflexes. On regarde chaque recoin d'une pièce pour en conjurer l'imprévu. Shiraishi s'approprie cette expérience subjective en la remettant à notre proximité. Celui qui filme parle peu et parfois même pas du tout pendant un bon bout de temps. Ce sont principalement les personnes filmées qui s'offrent le rôle de commentateurs. Même les réactions du caméraman sont modérées par rapport à celles des autres, laissant place à une plus grande interprétation de l'expérience horrifique à laquelle on assiste. Le caméraman s'efface au profit d'une caméra en partie muette, mais jamais aveugle. D'ailleurs, les mouvements de caméra et les déplacements ne sont pas subjectifiés par le spectateur. Autrement dit, c'est pas nous qui décidons où c'est qu'il doit aller.
Au contraire, ils fonctionnent comme ceux d'un groupe. On se déplace avec l'équipe et on regarde là où elle nous demande de regarder. Paradoxalement, l'identification au caméraman est facilitée puisqu'en groupe, notre point de vue devient moins singulier et se fond dans une expérience qui est collective. Cette caméra devient aussi l'objet d'un confessionnal où les personnages s'adressent directement à elle et donc à nous. L'irruption du média vers notre réalité se voit donc renversée. Bien que privés d'une liberté de mouvement, nous participons aussi à l'enquête en intégrant l'équipe. Je pense surtout à Senritsu où la place est faite à la fois au caméraman qui est humanisé. Il parle, agit et on le voit. Mais aussi à nous spectateurs auxquels Kudo s'adresse parfois directement. Ce qui est d'autant plus intéressant lorsqu'on apprend que la série des Senritsu existe dans sa propre diégèse. Kudo essaye de vendre ses DVD et nous parle a posteriori du succès de certains épisodes. La série se place dans une sorte de bidimensionnalité, il y a son monde et le nôtre, mais les deux semblent communicants puisque l'œuvre existe dans les deux. Dans Noroi, le dispositif est un poil différent. Dès le départ, on sait que Kobayashi a disparu, et on apprend que le film a été monté et diffusé par une équipe extérieure à la sienne. Déjà, Shiraishi prend le soin de donner une cohérence documentaire à son film, là où d'autres found footage ne s'embêtent pas vraiment avec ça. On peut retrouver des films où il y a des personnes qui ont disparu, on sait qu'elles sont mortes, mais du coup, qui sait qui a monté le film ? Cette volonté de proposer une œuvre crédible s'exprime jusque dans l'absence de générique de fin. Le film se clôture abruptement sans citer une seule personne ayant participé à la réalisation. On doit ce choix à Takashige Ichise, le producteur de Noroi, qui voulait insister sur la vraisemblance de l'œuvre et sur le fait de semer un peu le doute. Cette vraisemblance ne s'arrête pas au simple générique. Dans le film, Shiraishi renforce l'effet documentaire en inventant de fausses émissions reprenant l'esthétique des plateaux télévisés japonais, mais aussi en faisant appel à plusieurs acteurs et actrices qui incarnent leur propre rôle. Un procédé auquel le cinéaste nous habituera, on citera par exemple Kiyoshi Kurosawa qui apparaît dans Occult. Dans les films de Shiraishi, la présence régulière d'internet accentue cette porosité entre fiction et réalité. Dans Senritsu, on sait que les internautes réagissent aux vidéos. Est-ce là Kudo qui parle des réactions venant de son propre monde, ou bien un self-insert de Shiraishi répondant aux réactions provenant du sien ? Ça, on n'en sait pas grand-chose. Il est aussi dit que des internautes envoient des vidéos horrifiques à Kudo pour qu'il vienne enquêter. Ce thème de l'envoi de vidéos par des fans est récurrent chez Shiraishi. Il en fera notamment un film, Koji Shiraishi, Never Send Me Please. Comme le disait Alain Boya dans l'inquiétante étrangeté du found footage horrifique, l'effet spécifique produit par les films horrifiques de found footage n'est possible qu'à une époque où les spectateurs sont eux-mêmes des usagers des technologies de filmage. C'est parce que filmer et être filmé sont des activités qui font partie de notre quotidien que chacun peut s'identifier aux victimes. C'est en jouant avec tous ces paramètres, subjectivité, hors-champ, internet, confusion diégétique, que Shiraishi cultive le doute. Dans Senritsu, l'horreur se teinte parfois de parodie, ce qui nous éloigne de la croyance. Malgré le ton grave de certains épisodes, plusieurs scènes vous feront sûrement rire. Le personnage de Kudo semble être une véritable caricature du gros dur qui en fait envoie ses équipes devant lui pour ne pas prendre de risques. Les effets sont souvent cheap et certaines incrustations vous paraîtront bizarres, même si elles servent aussi le propos. Au fur et à mesure que la saga avance, elle se lâche complètement, nous plongeant dans un univers plus cosmique, plus spatial et s'éloignant des histoires d'esprit traditionnelles. Et c'est pour cela que je qualifierais plutôt Senritsu comme une comédie horrifique, dans laquelle certains épisodes tirent plus sur l'horreur, tandis que d'autres plus sur la comédie. Dans Noroi, au contraire, toute ironie disparaît au profit d'une illusion documentaire. La gravité des événements monte crescendo, les victimes s'accumulent alors que le mystère, lui, s'obscurcit. La fin nous surprend alors que nous la connaissions dès le départ, mais il nous manquait encore les circonstances. Alors que nous pensions l'enquête enfin résolue, le spectre enfin apaisé, dans un dernier instant de paix, l'horreur revient nous pourchasser. La scène est glaçante et ne propose finalement pas de conclusion pour cet esprit maléfique qui nous aura torturés du début jusqu'à la fin.
Le spectateur se retrouve face à une œuvre inachevée, laissée en suspens, comme hanté par l'esprit du Kagutaba. Le film ne clôt rien, il prolonge la malédiction jusque dans notre réalité, nous laissant à notre tour hantés par le récit, ou peut-être par Noroi lui-même.